Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce mardi, pousser les supermarchés à faire don de leurs produits invendus, c'est tout l'objet de la loi qui a été votée début 2022. Le Conseil des ministres vient de valider l'arrêté d'application. Alors qu'une nouvelle houle du Sud se profile à nouveau dans le pays, nous ferons le point sur les premières indemnisations des sinistrés des 13 et 14 juillet, notamment à Papara. 3 grands projets immobiliers et hôteliers prévus à Punaouia, Aroué et Bora Bora. Le groupe City, basé à Paris, prévoit d'investir près de 50 milliards de francs en Polynésie française. Le directeur général délégué du groupe en Polynésie nous dira comment il réagit aux différentes manifestations organisées par les associations et les habitants. Taïva Rafin est notre invité ce soir. Et puis la filière porcine très affectée par la crise internationale. Le coût d'un conteneur de granulés a augmenté de 50% en un an. Nous verrons comment s'en sortent les éleveurs. Le Conseil des ministres a validé l'arrêté d'application de la loi sur le don d'invendus. La lutte contre le gaspillage se concrétise, mais en réalité, il s'agissait de réglementer ce qui existait déjà. Les organismes sociaux bénéficiaient de dons alimentaires ou non alimentaires avant cette loi. Nicolas Suire et Mirko Bandefo. Sortir des rayons les produits invendus. Une opération quotidienne dans ce supermarché. Certains sont renvoyés aux fournisseurs, les produits frais abîmés sont jetés. Quant aux produits secs, ils sont récupérés par des associations. Une fois par semaine, ils peuvent remplir un carton, voire un caddie. Depuis plus de 2 ans déjà, on a signé un partenariat avec la Croix-Rouge et l'église de Papara, l'église de Saint-Joseph. Okay. Et voilà, régulièrement, ils viennent récupérer les invendus. Le gouvernement, à l'origine du projet de loi contre le gaspillage, réglemente donc ce qui existait déjà. Désormais, la loi oblige les entreprises de plus de 200 millions de francs de chiffre d'affaires par an à établir une convention avec au moins une association loi 1901. Mais toutes les entreprises peuvent en signer une, certaines attendaient un cadre. C'est venu des associations, effectivement, qui demandent à être soutenues, mais c'est venu également de certains magasins qui disent « Ah ben nous, on donnerait bien, mais on ne sait pas trop si on a le droit, si on peut le faire, comment on peut le faire. » Donc voilà, ça vient vraiment résoudre ces questions-là. Les sociétés, pour beaucoup, donnaient déjà. Mais maintenant qu'une convention doit être signée entre donateurs et bénéficiaires, les responsabilités éventuelles doivent être clairement établies. Peut-être aussi des produits dans le domaine de l'hygiène qui peuvent provoquer par exemple des allergies. Donc la question est comment allons-nous être couverts dans ce transfert de responsabilité ? Ici, Père Christophe stocke tous les dons invendus qu'il reçoit de la part de grosses sociétés de la place, et ce, depuis des années. Chaque semaine, il recueille avec bonheur l'équivalent en volume d'un van. Pour lui, la loi ne devrait pas changer grand-chose à la quantité qu'il recevra. Ça fait plus de 10 ans qu'avec un importateur de Aroué, on va toutes les semaines chercher. D'autres, de façon plus informelle, viennent nous livrer leurs invendus. Mais disons que depuis, je pense 3 ans, c'est-à-dire quand la loi est passée en France, un certain nombre de grossistes et de gros importateurs nous ont contactés. On a déjà signé des conventions avec eux. Les entreprises contraintes d'établir une convention avec une association et celles qui le souhaitent se verront attribuer le label contre le gaspillage et pour la solidarité. Un acteur dynamique dans la solidarité. La voix du député Temat Legaïc s'est fait entendre lors de la séance de questions au gouvernement. Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, il a évoqué les conditions de vie précaires des étudiants polynésiens. Il a demandé la mise en place d'un revenu d'autonomie de 1 000 €, soit 120 000 francs, ou encore la prise en charge du billet d'avion de 50 à 75% des jeunes qui partent étudier en France. On l'écoute. Ainsi, Madame la Première ministre, quelle est votre position concrète sur les mesures suivantes pour la Polynésie, les Outre-mer ou la France? Mise en place d'un revenu d'autonomie de 120 000 francs, parce qu'on est encore en francs, à destination des étudiants. Baisse et gel du taux d'intérêt des prêts étudiants et élargissement des étudiants éligibles aux prêts garantis par l'État. Augmentation de 50 à 75% de la prise en charge du billet d'avion au titre du dispositif Passeport Mobilité à destination des familles éligibles et élargissement des critères d'obtention à la prise en charge à 100% afin que plus de familles puissent en bénéficier.
Maruru Tiaruhayerhay Yoran. J'ai annoncé un projet de 11 millions d'euros qui a été attribué à l'Université de Polynésie française la semaine dernière, justement basé sur le premier cycle en particulier, adapté à l'économie locale, mais aussi aux enjeux de développement durable si importants dans votre île et au niveau de la Polynésie française. Pour les boursiers polynésiens, eh bien, le fait qu'ils puissent avoir 12 mois par rapport à 10 mois classiquement pour profiter de ces bourses est lié soit aux difficultés insulaires, soit aux difficultés liées à l'éloignement, et vous avez parlé des études faites en France. Au plan national, toujours, le CIVEN, Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, a rendu son rapport d'activité. Les dossiers d'indemnisation concernent la Polynésie française, mais aussi l'Algérie et la métropole. En 2021, le montant total des indemnisations versées aux victimes a été supérieur à 16 millions d'euros, contre un peu plus de 10 millions en 2019 et 2020, ce qui témoigne, selon le comité, d'un niveau d'activité élevé. Attention à la vigilance jaune pour les fortes houles. Elle concerne tout le sud du pays. Elle se mêle à des vents forts. Des crues de 5 mètres sont attendues aux Australes demain, 3,50 mètres au Tuamotu sud et au Gambier. La houle touchera ensuite la Société et l'ouest des Tuamotu dans la nuit de mercredi à jeudi. Une mauvaise nouvelle pour les sinistrés de la houle des 13 et 14 juillet. Ils se remettent à peine des dégâts occasionnés par les vagues. À Papara, la municipalité a mis en place un service de soutien à ses administrés. La police municipale passe dans les quartiers pour accélérer les remboursements. Elle a rendu visite à une soixantaine de foyers. Stéphane Ratino, Patrick Tinsing. C'est un travail au plus près du terrain. La police municipale sillonne dans toute la ville, pas un seul sinistré à oublier. Un sinistre, par Madame Pombrin. Donc après c'est dire, la maison elle a été touchée de part en part. Elle a fait pas mal de terrain. Sur le front de mer à Papara, la houle a fait des dégâts, du jamais vu de mémoire d'habitants. Donc voilà la maison. Ok. Voilà la maison. Oui. Voilà les trois cocotiers ici qui sont partis. Il n'y a plus. Le tout mon terrain qui est là. Et la course pour les indemnisations a débuté, avec parfois ses tracas et ses détours administratifs. Le constat de la police est fait pour soulager les citoyens. Photos, rapports, envois auprès des services du pays. Les agents municipaux rédigent dans le moindre détail leurs constatations. Dans notre constat, effectivement, fait froid. On prend des photos afin de matérialiser les faits au niveau des enrochements, de la parcelle, de l'habitation, de la pète au niveau des électroménagers, qui des fois pèsent beaucoup pour les résidents. Des fois, ils peuvent perdre la totalité de leur installation électrique, qui a quand même un coût pour certaines habitations. Ça me rassure quelque part qu'ils viennent et puis que toutes les administrations se mettent en place pour nous aider à ce niveau-là, parce que vraiment là, on a craint pour notre vie. Franchement, moi j'ai eu peur. J'espère avoir une aide à ce niveau-là, autant au niveau de l'OPH qu'au niveau du remblai du terrain. Comme vous pouvez le constater, ça fait des années qu'on vit dans ces conditions-là. Le pays a aussi agi vite. Un arrêté de calamité naturelle a été décidé en Conseil des ministres. Les services sont organisés en conséquence. Dans les sociétés d'assurance, la clause événement climatique est intégrée au contrat à la discrétion des clients. Au vu des questions climatiques, cette thématique pourrait devenir plus intense. Un toilettage de la loi serait en cours. Cette déclaration pour les assurés qui ont souscrit la garantie événement climatique va permettre à l'assureur de directement enclencher la garantie. Par contre, ça n'aura pas d'impact direct sur l'indemnisation qui était de toute façon prévue par le contrat. Ce qui veut dire qu'on va gagner du temps quand on est assuré lorsqu'on a cette garantie dans son contrat ? Oui, tout à fait. Ça peut faciliter les démarches, effectivement. Au niveau des assurances, à un moment, on attend que les assurances, eux, nous contactent pour pouvoir transférer le rapport par mail. Avec 4 équipes de policiers, Didier à l'appui des sinistrés, de nombreux rapports ont déjà été finalisés et envoyés aux services compétents à Papeete. À ce jour, plus d'une soixantaine d'administrés ont vu leur dossier monter, mais le travail, lui, continue. Les plus urgents, les clôtures et puis la mer qui est entrée dans la maison. Il y a des sinistrés qu'on n'a pas pu eu le 14 juillet, ils sont venus le lendemain, après ça se suit jusqu'à aujourd'hui. On attend ce soir et puis demain matin. Qu'est-ce que ça va donner? Mais sinon on est prêt. Sur la plage de Papara, l'air est délicieusement iodé, mais la mer reste relativement calme. D'ailleurs, des habitants en profitent pour ramasser des coquillages. Mais la perspective pour la soirée, c'est peut-être le retour de la houle. D'ailleurs, la commune a mis en place son plan de sauvegarde. Pompiers et policiers municipaux
seront astreintes pour venir en aide aux citoyens qui en auraient éventuellement besoin. Et des dégâts moins visibles sont aussi provoqués par la houle, des dégâts sous-marins. Les coraux du lagon de Punaouia ont été cassés par les vagues. Les bénévoles de l'association Tamat et Pointe des Pêcheurs ont tenté de prélever les plus abîmés pour ensuite les recoller et leur permettre de se régénérer. Les tables de bouture sont abîmées, une seule est intacte et il faut la sauver. Écoutez les précisions de Tilda Teharuru, la présidente. Nous avons encore une table, une nurserie où les coraux sont intacts et tout, la nurserie, même la table est intacte, mais c'est sur cette table-là on va retirer tous les coraux qui sont prêts à être transplantés et plantés dans les patates aux alentours. C'est pour les sauver. Parce qu'à la prochaine houle, nous on pense que cette dernière table qui reste encore va disparaître aussi. Un hôtel 5 étoiles de 140 chambres, 5 villas dédiées à la location touristique, mais également 250 logements, des zones commerciales, un funiculaire ou une base nautique. Le New Thara suscite soit l'admiration, soit la colère. La mairie d'Aroué fait désormais partie des opposants au projet. Une manifestation pacifique qui était organisée samedi pour dénoncer les conséquences environnementales d'un tel projet. Bonsoir Teiva Rafin, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général délégué du groupe City en Polynésie française. Vous vous attendiez à autant d'opposition de la part de la mairie d'Aroué? Bonsoir Sybelle. En vérité, nous sommes en démocratie et je comprends tout à fait cette démarche. Cependant, je pense que nous avons besoin, en tout cas quand on dit nous avons besoin, le pays a besoin d'une vraie relance économique. Et le groupe City s'installe dans une réflexion suivant un diagnostic externe. Dans le sens où sur quel type de pilier nous devons relancer l'économie. Nous avons constaté 3 piliers essentiels. Le premier, c'est le tourisme, qui est notre ressource principale. Le second, c'est le logement. Nous avons besoin de plus de 14 000 logements à construire sur 10 ans, donc ce qui représente 1400 logements par an. Et ensuite, en fonction de ça, se grefferait la création d'emplois. Donc sur ces 3 piliers, on considère que c'est la résultante d'une vraie relance économique. Là, vous promettez plusieurs centaines d'emplois pour le New Thara, par exemple. Oui, effectivement. Durant la phase de construction, pas moins de 800 personnes vont travailler sur le site sur environ 4 années. En période d'exploitation, il y aurait plus de 200 emplois de créer. En plus de cela, il y a des emplois connexes extérieurs qui seraient liés aux services divers. Alors l'assainissement et l'approvisionnement en eau, ce sont des interrogations légitimes. Comment garantir le respect de l'environnement dans un tel projet? Vous savez, le Thara est un hôtel qui existe depuis fort longtemps. Les ingénieurs et bureaux d'études sur lesquels nous sommes appuyés se sont appuyés d'abord sur un diagnostic sur l'existant, à savoir qu'il y a 2 bassins de rétention d'eau pour rejeter les eaux pluviales vers le lagon. Et depuis lors, quand on dit qu'il y a une baignade fantastique, que l'eau est pure, c'est justement avec ces bassins de rétention d'eau. Jusqu'à aujourd'hui, ces bassins existent. Les rejets se font naturellement, donc il n'y a pas de dégâts naturels. Et donc le projet repose véritablement sur ce qui existe. Donc on n'a rien inventé, on n'a rien ajouté, on s'est juste positionné sur ce que les anciens ont fait. L'eau de baignade ne pourrait pas être altérée par la présence d'autant de logements? Mais non, parce que quel que soit le nombre de logements, il y a ce type de rejet qui demeure. D'accord ? Il y a, sur l'ancien Thara, plus de 200 chambres. Aujourd'hui, nous sommes à 140 chambres, plus environ 200 logements. Donc le calcul de débit des eaux pluviales ont été calculés en fonction de ce type de débit. Alors, il y a eu davantage de mobilisation de la part de la population à Punaouia pour un autre projet également à Punaouia que vous portez. Vous pourriez, vous, être sensible aux doléances de la population et des mairies? Est-ce que vous allez modifier le projet, le calendrier? Comment vous réagissez? Vous savez, lorsqu'on fait un projet, la première chose qu'on regarde, s'il y a un PGA. La commune de Punaouia a un PGA sur lequel nous sommes calés. Donc le PGA un plan d'aménagement.
Voilà, c'est ça, c'est le plan général d'aménagement sur lequel des articles, des codes de l'aménagement sont imposés. Donc on ne peut pas déroger à cela. Donc on a scrupuleusement respecté l'ensemble des points du PGA et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas dérogé sur un point. Le calendrier, quand est-ce que ces projets pourraient sortir de terre ? Le calendrier est simple. Plus tôt on aura le permis de construire, plus tôt on démarrera les travaux. Une dernière question, Taïba Rafin, vous êtes régulièrement attaqué sur les réseaux sociaux. Le fait que votre frère soit ministre de l'économie, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je fais la part des choses. Mon frère est ministre de l'économie. Je suis dans le privé pour relancer l'économie. Bon, peut-être que chacun a sa jambe pour avancer ensemble. Mais je ne fais pas cas de tous ces critiques. À ce moment-là, Pierre-Paul Jacques pourrait critiquer sur tout et rien. Mais ça ne me touche pas du tout. Mon seul souci, c'est de pouvoir trouver des solutions pour savoir comment avancer pour relancer l'économie. Et je voudrais rajouter un petit point sur la partie culturelle du Tahara. Rapidement. Quand on dit que le site est protégé, sacré, un site culturel, le site originel fait environ 20 hectares avant que le Tahara se fasse. Ensuite, il y a une partie qui s'est détachée, la propriété Féron. Ensuite, le Tahara s'est fait. Donc, il y a environ 15 hectares. Sur ces 15 hectares, 2 hectares ont été vendus à l'église pour pouvoir faire leur superbe chapelle. Il reste environ 12 hectares pour faire le projet d'hôtel. Ce qui veut dire que c'est l'ensemble du domaine qui devrait être classé culturel et sacré et non juste la partie hôtelière. À un moment donné, il faut être logique dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. Un grand merci Taïba Rafin d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir. Coup de projecteur à présent sur la filière porcine qui souffre de la crise mondiale. Les éleveurs payaient 1 600 000 francs il y a un an pour faire venir un conteneur de granulés. Aujourd'hui, c'est 50% de plus, soit 2 400 000 francs. Comment s'en sortent-ils ? Les anciens ont recours à la nourriture locale. Le point avec Kaline Liénard et Mélissa Chang. Ces granulés, les cochons en raffolent et Brice le sait. Il en faut 2,5 kg par tête. Alors pour faire des économies, il a la technique depuis les années 70. Brice récupère des aliments invendus dans les magasins, les restaurants et les cantines scolaires avec lesquels il remplit chaque jour cette cuve de 5000 litres. On mélange tout ça, on fait bouillir pendant au moins 2-3 heures et le lendemain c'est mélangé avec du tourteau de copra, ce qui fait que ça nous permet de minimiser un peu le prix de revient de l'aliment des cochons. Une méthode qu'on appelle les eaux grasses qui permet à Brice de diviser par 2 son importation de nourriture animale. Pour encadrer cette pratique, les éleveurs souhaitent un accompagnement technique et sanitaire du pays, mais aussi la mise en place d'un système circulaire dans le secteur primaire. Pour qu'on puisse récupérer un maximum des invendus et autres. Et nous aussi, on peut échanger aussi avec les effluents d'élevage que l'on produit dans nos élevages auprès des agriculteurs, parce qu'eux aussi, ils ont eu des augmentations au niveau de l'engrais. Ar-Eyatea, même constat pour les éleveurs de poules. Le prix du sac d'alimentation a quasiment doublé en passant de 1420 à 2250 francs. Les éleveurs sollicitent l'intervention des autorités du pays. Le pays ne peut pas apporter une subvention. Quelles sont les mesures qu'on va leur proposer? Donc j'ai sollicité voir avec Fatou Hou, Thierry Alpha et le ministre de l'économie avec la DGAE d'étudier quels sont les éléments, quelles sont les possibilités que nous pouvons apporter. Autre piste d'étude possible, la création d'une compagnie de transport maritime locale. C'est le souhait de plusieurs acteurs économiques polynésiens pour faire face durablement à cette augmentation des coûts du fret. Direction Raiatea à présent, où 2 groupes de Hawaïens se sont retrouvés au marais de Tapu Tapu Atea. Parmi eux, des historiens spécialistes des migrations polynésiennes. Les anciens de Hopo'a ont pu échanger et partager leurs connaissances. Des Hawaïens et des Maoris également ont pu rendre hommage à leurs ancêtres sur ce site sacré classé à l'UNESCO. Le Heiva se poursuit du côté de Makemo au Tuamotu. Les festivités se poursuivent cette semaine avec la prestation des enfants. Parmi les pépites de l'atoll, Kinse To'ofa avec ses qualités oratoires. Elle a déclamé un orero sur le thème des merveilles de la nature. Une allocution parfaite et claire avant de nous emporter dans un hivinau. Écoutez sa mère, très fière, puis Tevai Mo'o, référente de quartier. Je suis fière de ma fille. Qui a dansé ce soir. Voilà, qui a dansé ce soir, qui a fait le poupon. Ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle retient vite.
Parce qu'on lui donne un texte, on lui a donné que samedi soir le texte, samedi matin. Et ce samedi matin, elle a appris avant qu'on revienne dimanche. Mais avec les enfants, on a commencé il y a environ 1 mois et demi. C'était compliqué? C'était un peu difficile au début, mais on y est arrivé. La preuve ce soir, ils se sont amusés et je suis contente. À Rurutu, des talents émergent également dans les 3 villages. Heya Parautogorangi a rencontré le chorégraphe de la troupe Tamar Itanete de la commune de Avera. Regardez. Tinomana Poetei était prédestiné à la valorisation du patrimoine culturel de son île. Arrière-petit-fils du pasteur Teritmana Poetei et fils d'un gardien de l'histoire de Rurutu, Airamu Poetei, c'est tout naturellement qu'il s'est dirigé vers la danse. Depuis 2016, il dirige la troupe Tanete avec Igor Paparei, une autre figure de la culture Rurutu. Ensemble, ils coordonnent la chorégraphie. La plupart de nos jeunes qu'on a là, c'est la première fois qu'ils dansent. Du coup, pour leur apprendre les bases. Pour leur apprendre d'abord, voilà, c'est ça, les bases. Le pauti d'abord. Après, c'est pas évident, mais ça va. Cette année, le thème est le même pour les 3 troupes de l'île, la rencontre. Tanete a choisi d'illustrer ce thème par un rituel d'antan utilisé pour séduire une jeune fille. Tinomana joue le rôle de courtisan. C'est un personnage qui s'appelle Tan. Donc lui, il essaie de courtiser une fille qui s'appelle Ina. Mais au début, il n'arrivait pas trop à la séduire. Du coup, il a demandé de l'aide à son père, qui lui a pensé organiser cette cérémonie. Il nous l'a avant. Ce rituel finit par briser les retranchements de la jeune fille Ina. La rencontre entre ces 2 êtres se produit et aboutit à une issue heureuse. Avant de refermer ce journal, l'hommage à notre correspondante Rosana Maihota, décédée la semaine dernière. C'est au son des Carbas que Rosana est arrivée sur Bora Bora, son île natale, cet après-midi. 400 personnes étaient présentes sur le quai de Farepiti jusqu'au village de Hanau. Ce soir, une veillée est prévue à la salle Tehau. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le Conseil des ministres a validé l'arrêté d'application de la loi sur le don d'invendus, mais les entreprises étaient solidaires avant l'application de cette loi. Les organismes sociaux bénéficiaient déjà de dons alimentaires ou non alimentaires. À la une de Tahiti Info demain, quel marché unique entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Et puis au programme ce soir sur la première, le téléfilm En plein cœur, suivi de la série Hidden. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.